Le docteur Véronique Lefebvre Desnouettes est là. Bonne nuit, bonne santé. Comment retrouver votre sommeil? Alors, vous parliez des rêves, qui est quand même un territoire incroyable. Ah oui, mystérieux. Qu'on oublie. Souvent, il faudrait les noter immédiatement à la sortie du rêve, ce qu'on ne fait jamais parce qu'on a envie de se rendormir. Mais c'est tellement invraisemblable, parfois, ce qui vient dans cette période-là, des gens qu'on n'a même pas revus depuis je ne sais combien de temps. Faut les interpréter, les rêves? Ah ben, quand on se sent pas bien après un rêve quand même un peu bizarre, hein, une de mes patientes qui a toujours voté à gauche et on lui dit dans son rêve, tiens, je vais te présenter Mitterrand, elle dit, je peux pas, je suis paralysée à gauche. Donc ça l'a complètement perturbée. Donc il faut savoir que quand on rêve, eh bien, on va faire un puzzle avec les actualités anxiogènes que nous vivons, avec notre vie privée, avec nos désirs inconscients aussi. Et moi qui suis psychiatre, eh bien mes patients m'amènent leurs rêves parce qu'ils veulent essayer de comprendre ce que leur inconscient leur dit. Alors, l'inconscient, je rappelle, c'est une donnée freudienne. Personne n'a jamais vu un inconscient, si vous me permettez. Sauf sur la route, peut-être, quand il roule vite. Mais Freud part du principe, effectivement, où l'inconscient existe. Bon, certains remettent ça en cause. Oui, je suis tout à fait d'accord. Certains remettent ça en cause. Et l'inconscient est une lubie de Monsieur Freud qui... Alors, c'est pas tellement une lubie, puisqu'on le voit à travers, quand même, les jeux de mots, les actes manqués, les lapsus, ils sont assez intéressant à remettre en perspective. Et ça peut aider à comprendre, à passer une crise compliquée, existentielle dans sa vie. Non, mais ce qui est terrible dans l'inconscient, c'est que tout ce que nous ferions dans la vie serait muet par cet inconscient que nous ne connaissons pas. Donc c'est ça qui parfois peut... Absolument. Alors, je vais vous donner l'autre point de vue sur les rêves des neuropsychologues, par exemple, et des neurologues, où ça serait un kaléidoscope de mots que l'on va mettre les uns à côté des autres. Le professeur Michel Jouvet revenait, grand neurologue, spécialiste du sommeil, revenait d'un colloque à Minneapolis. Et il rêve la nuit, il est jet lag, il est très fatigué, qu'il se fait arrêter par la police et qu'il y avait des châles en forme de chat, les Minneapolis. Donc Freud, vous voyez, Freud aurait dit... On est chez Lacan. On est presque chez Lacan. Bien sûr, en fait, l'utilisation des mots, les mots que vous employez dans le rêve, chez ceux qui sont des lacaniens, ils vont prendre ces mots-là pour y trouver une signification. Alors, il est 12h36, vous êtes sur Europe 1, nous sommes avec le docteur Véronique Lefebvre Desnouettes, c'est passionnant, bonne nuit, bonne santé. Un cycle de sommeil, c'est 2 heures? Non, 1h30. C'est 1h30. 1h30, le train du sommeil rentre en gare toutes les heures et demie et nous faisons 5 à 6 cycles par nuit. Donc on va s'endormir, on voit très bien sur l'électroencéphalogramme quand on enregistre le sommeil, ce qu'on appelle les spindles, on va s'endormir, c'est la tête qui chute, le corps va complètement se relaxer, et puis du sommeil de stade 2, c'est comme un escalier. Stade 3 et stade profond, et on remonte dans cette activité que je vous ai décrite pour le sommeil paradoxal. Et moi j'ai toujours l'impression que on se réveille au moment du rêve, en fait. Oui, exactement. C'est le dernier passage, on est d'accord que c'est là que c'est le plus léger. C'est le plus léger, on est comme si le cerveau était en activité de veille. En revanche, si on est réveillé en sommeil profond, c'est une horreur. C'est très compliqué. Par exemple, chez les tout petits, quand le cerveau va maturer, vers 2 ans, ils ont ce qu'on appelle des terreurs nocturnes. Donc ils se réveillent complètement affolés les moments où venez me voir. C'est impressionnant. C'est très impressionnant, en disant mon enfant est débile, mais il n'est absolument pas débile. C'est son cerveau qui mature et il fait une terreur nocturne. Vous le câlinez, vous le recouchez et ça va se rentrer dans l'ordre très rapidement. Adulte, ça peut arriver aussi. Oui, ça peut arriver. Est-ce que les gens qui viennent vous voir, ils aimeraient dormir moins, mais être en forme? Par exemple, si moi j'aime bien dormir comme tout à chacun, mais si en 4 heures j'étais autant en forme qu'en 8 heures, je ferais plus de choses dans ma vie. Ceux-là, ils viennent pas me voir. Ceux qui viennent me voir, c'est ceux qui se plaignent de mal dormir. C'est la grosse demande, avec une demande systématique que ça cesse. Docteur, marquez-moi tel médicament. Non, il faut que je comprenne. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui vous amène? Est-ce que vous traversez une crise existentielle, un deuil, l'annonce d'une maladie grave? Est-ce qu'il y a une apnée du sommeil? Est-ce qu'il y a le syndrome des jambes sans repos? La réponse ne doit pas être immédiatement un médicament somnifère. Quelle est la température idéale pour dormir? Alors, dans la chambre? Dans la chambre, c'est entre 17 et 19 degrés. Ah oui, mais faut baisser un peu. On est au-dessus. Pas trop chaud. Moi, je suis à 15 degrés dans la chambre. J'éteins le chauffage. Je déteste la chaleur. Limite, je me couvre bien.
Je mets des chaussettes pour dormir. Mais pourquoi c'est mieux alors? Parce que le cerveau a besoin de cette fraîcheur-là. Les hormones et la chronobiologie font qu'on n'a pas besoin d'être surchauffé. C'est pas bon pour le corps. Et la température de notre corps elle-même va diminuer pendant la nuit. Qu'est-ce qui est le mieux pour dormir? Faut avoir dîné combien de temps avant de dormir? Alors au minimum, il faut avoir dîné 2 heures avant de dormir. Et surtout ne pas boire d'excitants. Hein. Ah oui, on boit souvent. Par exemple, là, il est arrivé ce week-end. Beaucoup de gens nous écoutent, ils vont aller dîner, ils vont prendre 3 verres de vin rouge. 3 verres de vin rouge. C'est le week-end, ils vont faire le samedi. On va pas se raconter de salade. Non, on se raconte pas de salade. Bon, donc, alors là, dans ces cas-là, et puis certains vont fumer. Eh ben, on les laisse faire, ils vont récupérer le dimanche. C'est fait pour ça. Non, mais dans ces cas-là, moi j'ai le sentiment, curieusement, que ça te fatigue davantage, le vin rouge. Bah oui, que tu t'endors peut-être plus vite. Mais on se réveille beaucoup plus. Et puis, on peut avoir des dyspepsies, c'est-à-dire des sentiments de mal digéré quand on boit trop d'alcool. Oui, là, si on boit beaucoup, bien évidemment, mais autrement, alors il y a autrement non. On est avec Gérard, je crois, qui voulait témoigner. Bonjour Gérard, vous nous écoutez? C'est la Journée internationale du sommeil. Vous êtes sur Europe 1. On est avec le docteur Véronique Lefebvre-Desnouettes. Bonne nuit, bonne santé. C'est son livre aux éditions du Rocher. Je n'avais pas dit d'ailleurs l'éditeur. Vous vouliez nous apporter un témoignage? Oui, parce que je souffre d'apnée du sommeil, évidemment. Et donc, ça m'a été détecté en milieu hospitalier, puisque, malheureusement, souvent, les maladies, ça s'enchaîne les unes derrière les autres, l'une étant la conséquence de la précédente. Et donc, la suite d'une intervention pour le cœur, j'ai été suivi, et puis au moment où j'ai été suivi, le rendez-vous, on m'a dit oh là là, vous avez un petit problème au poumon, on vous transfère en pneumologie. Bon, donc on m'a transféré en pneumologie, et là, tout à fait par hasard, un matin où je dormais, le médecin qui faisait sa tournée habituelle s'est aperçu que je faisais de l'apnée du sommeil. Alors, Gérard, on va d'abord définir ce qu'est l'apnée du sommeil avec le docteur, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde sache précisément ce qu'est l'apnée du sommeil. Alors, l'apnée, on comprend ce que ça veut dire, hein, quand on plonge en apnée. On garde sa respiration, hein, mais heureusement, on revient à la vie. Sauf que pendant la nuit, on fait des pauses et qui sont très inquiétantes. En général, c'est le conjoint qui dit « mais mon mari ou mon épouse est en train de mourir puisqu'il ne respire plus ». Et c'est une malposition de la langue dans le fond de la gorge qui empêche l'air de passer. Et le lendemain, on n'est vraiment pas bien, on est fatigué, on peut avoir des accidents de la route, etc. Donc il est très important d'enregistrer son sommeil. On peut le faire en milieu hospitalier ou chez soi avec des électrodes et de voir s'il y a plus de 15 pauses par heure. Et à ce moment-là, le traitement n'est pas un médicament, c'est 3 solutions. Soit on va vous placer un masque d'hyperpression qui va vous permettre de ne pas ronfler et de ne pas faire ces apnées, soit on va vous mettre un masque qui va avancer le mandibule et qui va permettre à la langue de mieux se positionner, soit on va vous mettre une lingerie de nuit qui fait qu'on a une sorte de petit coussin et qui va vous empêcher de dormir sur le dos. Bon, Gérard, vous avez eu tout ça peut-être? Non, pas du tout. Oui, donc on m'a découvert là que par le faire en pneumologie que je faisais de l'apnée du sommeil. Donc l'apnée du sommeil, pour répondre à votre question, c'est tout simplement qu'on arrête de respirer en dormant. Et donc une fois que j'ai été soigné pour ma pneumonie, qui était due à un médicament, c'était une pneumonie médicamenteuse et non pas que j'avais attrapé froid. On m'a pris un rendez-vous, toujours à la Pitié, c'est eux les services qui s'occupent de ça entre eux, qui m'ont pris un rendez-vous au service des maladies du sommeil. Alors là, on vous convoque et puis dans l'après-midi, on vous installe un tas de capteurs sur la tête. Et c'est comme ça que vous avez pu effectivement avancer et qu'on a pu sans doute trouver les meilleures solutions pour vous, pour que vous retrouviez un sommeil intéressant. Alors le docteur vous écoute avec intérêt, bien sûr, Gérard. Et moi je lisais aussi votre livre avec intérêt et vous parlez des rêves érotiques. Ah oui, ça c'est très passionnant et très gênant. Pourquoi gênant? Quand c'est avec votre patron.
Comment ça? Ah oui. Oui, quand c'est avec une personne incongruée. Érotique avec mon patron, effectivement. Je vais. Bon. Voilà. Mais alors tout le monde fait des rêves érotiques. Les gens, ça colore notre journée de façon agréable ou non. Hein, parfois, on se conditionne pour retrouver le rêve dans lequel on était, si on se réveille la nuit, par exemple. Mais la vérité, c'est qu'on se souvient de très peu de rêves. Oui. Parce qu'on ne se réveille pas au moment où on rêve. Et absolument. Donc si on ne se réveille pas au moment où on rêve, on oublie. Ça ne revient pas à la surface. Ça ne revient pas à la surface. Et il n'y aurait pas de solution d'entrer dans le corps du cerveau. Ah non, c'est pour ça que ça garde son mystère. On n'en est pas. Et je ne suis pas sûre que ce soit beau de savoir tout ce qui se passe dans le cerveau. Ça, je suis d'accord avec vous. Non, mais ce qui est très perturbant dans les rêves, c'est qu'on fait des rêves, on est vraiment dans la réalité. On se réveille, on se dit mince. On est déçus parce que c'était seulement un rêve. Vous faites des rêves érotiques, chère Géraldine? Bon, ça a dû m'arriver de temps en temps, oui, mais... je parle pas de cela, forcément, mais d'autres rêves où... Bon, les hommes, par exemple, ont une érection régulièrement? Oui, absolument. Les hommes ont une érection, en général, au petit matin, au moment où ils rêvent. Et quand on enregistre les tracés de sommeil, il y a une électrode spécifique pour voir les érections chez les hommes. Tout à fait. Est-ce que donc on a parlé de la nourriture évidemment et combien il faut sans doute pour dormir ne pas trop dîner le soir. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est la sieste. Et ça, la sieste. Oui, mais on sait le nombre de gens qui font des siestes en pourcentage, c'est pas énorme. Non, parce que c'est 30% des Français. C'est beaucoup quand même, 30%. Oui, par contre, c'est tous les jours. C'est constitutionnel en Chine. Et très recommandé au Japon. Vous savez, c'est très culturellement marqué. Et dans les entreprises, de plus en plus, vous avez des lieux cocooning où on peut faire une sieste, où on peut s'allonger. C'est quel cas ici. Moi, j'en parle souvent de la salle de repos. Mais vous savez que si je ne fais pas une sieste, je suis en difficulté. Oui. C'est peut-être un peu psychologique aussi maintenant. Non. Vous récupérez à ce moment-là. Oui. Et c'est un sommeil de très bonne qualité parce que vous n'êtes pas en dette de sommeil. Vous allez replonger immédiatement dans un sommeil efficace, lent, profond et récupérateur. Et la sieste, il faut la faire, à votre avis, quand? Alors, tout de suite après le déjeuner ou attendre un peu? Vers 14h, en général. Pas plus d'une demi-heure, pas le train du sommeil d'une heure et demie. Mais dans un lieu train propice, de sommeil, justement, on est programmé pour faire une sieste? On est absolument Parce que là, on ne fait pas une heure et demie, manifestement. Heureusement. Parce qu'on est groggy après. Si vraiment on déroule tous les stades du sommeil, on est complètement groggy. Donc 20 minutes, dans un lieu propice, obscurité, on se met des écouteurs si on veut se passer de la musique douce, on se met à l'aise, et puis on se réveille doucement, on s'étire, et on est opérant après pour toute la journée. Il y a des cas extrêmes, et moi j'aime bien les cas extrêmes. Il y a des gens, paraît-il, j'avais lu un papier comme ça il y a de nombreuses années, qui dorment 1 ou 2 heures par jour simplement. Oui, ils vont pas bien du tout, psychologiquement. Non, c'est une pathologie. Il y a des gens aussi qui dorment trop. Et c'est aussi une pathologie. Bah écoutez, merci, parce que nous on n'a pas dormi en vous écoutant. Bonne nuit, bonne santé aux éditions du Rocher. Docteur Véronique Lefebvre des Nouettes, c'est comment retrouver votre sommeil sans médicaments. Sans médicaments, on n'en a pas parlé, bien sûr, mais c'est le plus important aussi pour vivre mieux et plus longtemps.